La Russie a raté son coup. En l'espace d'une nuit, 7 armées différentes et plus de 200 000 hommes sont entrés sur le territoire ukrainien. Une invasion aérienne, terrestre et maritime. L'Est, mais aussi l'Ouest de l'Ukraine sont touchés. Cette stratégie, on l'appelle la guerre éclair. On l'a surtout vue apparaître avec l'armée nazie, et elle consiste à prendre des territoires par surprise et rapidement en misant sur le différentiel de puissance de feu. Mais la Russie aussi la connaît bien. Elle s'en est servie en 2008 pour soumettre la Géorgie en seulement 5 jours. Mais en Ukraine, ça n'a pas fonctionné. Les forces russes n'ont pas pris la capitale, et au lieu d'être dissoute, l'armée ukrainienne a été renforcée par des centaines de milliers de civils. Alors la Russie a un plan B. Pour y voir plus clair, on a fait appel à Nicolas Gosset. Il est expert en sécurité et défense, et la stratégie russe, c'est sa spécialité. Il va nous aider à comprendre comment, un mois après le début de la guerre, la Russie compte s'en sortir. Alors, clairement, cet objectif initial, il n'a pas fonctionné. Face à une mauvaise anticipation du terrain et à une cohésion nationale ukrainienne, Vladimir Poutine planche sur un nouvel objectif. S'emparer de territoires et repartir avec. Et le 25 mars 2022, cette trajectoire semble se concrétiser. Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождение Донбасса. On pourrait imaginer à terme un contrôle russe de l'ensemble du pourtour de la mer Noire et donc véritablement une Ukraine qui se retrouverait verrouillée, coupée de son accès à la mer, aussi éventuellement privée définitivement du Donbass. Et donc quand on pense à cette géographie, on réalise probablement quel était le plan initial de Vladimir Poutine. Pour lui, c'est le socle minimum de ce qui doit être ramené pour pouvoir, au final, sauver la face. Donc on a cette double logique que je résumerai de la manière suivante. Un front militaro-militaire dans le sud et dans l'est, où il s'agit essentiellement de conquérir des territoires, et un front militaro-politique dans la région de Kiev, où là, véritablement, on a une volonté qui est aujourd'hui de mettre sous pression maximale les autorités politiques de l'Ukraine pour obtenir des concessions dans le processus de négociation qui est dans le même temps conduit par la Russie et l'Ukraine. Donc le plan B de la Russie est à la fois de conquérir des territoires et de négocier leur indépendance. Les deux camps s'engagent dans la voie des négociations, mais pour la Russie, l'heure n'est pas encore au compromis. Pour ça, il faudra encore attendre parce que sur le plan territorial, elle n'a pas assez avancé à son goût. L'Ukraine a, dans cette partie à l'extrême est du pays, une partie importante de ses forces armées qui sont concentrées et qui représentent les meilleurs éléments, les plus offensifs de l'armée ukrainienne. Si on observe la carte du Donbass entre aujourd'hui, un mois après le début de la guerre, et ce qu'elle était au moment de l'invasion, on constate que la ligne de front, elle a très peu bougé. Alors pour débloquer la situation, la Russie se rabat sur des tactiques militaires bien connues. Et la première, c'est la tenaille. La tenaille consiste à prendre l'ennemi à revers et à bloquer sa possibilité de retraite par l'arrière. Pour cela, il faudrait que la Russie soit capable de déverrouiller ces armées descendant de la frontière nord-est, donc en substance de la région Kharkiv et de Soumy, où elles ont rencontré une très forte résistance ukrainienne, mais aussi de remonter en même temps du sud. Et pour cela, il leur faut libérer leurs composantes armées qui sont concentrées sur la ville de Mariupol. Mariupol, c'est la véritable clé de voûte qui empêche les Russes d'avancer au sud et à l'est. Pour eux, la prise de cette ville est indispensable. Et avec au moins 5000 civils tués à ce jour, la ville s'érige tristement comme l'exemple type de la deuxième grande stratégie de la Russie, le siège. Pour mettre sous pression les habitants, les forces russes encerclent la ville. Le but, c'est de faire monter cette pression si fort que les forces résistantes n'aient plus d'autre choix que de capituler. Si Mariupol devait tomber, eh bien alors l'armée russe pourrait remonter cette fois-ci de manière à fermer cette tenaille aux portes du Donbass. Bon, ces projections arrangeraient bien la Russie, mais en réalité tout n'est pas gagné.
Poutine a déjà sous-estimé les forces ukrainiennes dans le passé, et en plus, elles sont soutenues par la communauté internationale. Alors pour obtenir des concessions en temps voulu et pour démoraliser les troupes ukrainiennes, Poutine s'appuie sur une troisième stratégie. C'est l'instauration de la terreur. On a ce parallèle entre quelque part une sédimentation et une intensification du pilonnage, du martèlement par la Russie, non seulement des installations militaires comme le proclament les Russes, mais de manière beaucoup plus large des zones civiles dans une optique de démoralisation de la population ukrainienne, et c'est notamment le cas à Mariupol. Au final, le nouveau plan de la Russie s'inscrit dans la durée. Et cette guerre se mènera surtout à l'usure. Dans le rapport de force entre l'Ukraine et la Russie, on a une balance qui penche de manière encore complètement disproportionnée en faveur de la Russie. On peut probablement imaginer de manière conservatrice un rapport de 1 à 3 minimum, probablement 1 à 4. Donc la Russie a encore énormément de marge de manœuvre. Contrairement à son plan initial, l'objectif de Poutine n'est plus de faire tomber Kiev et son gouvernement, mais de négocier avec lui l'amputation du sud et de l'est du territoire. Министерством обороны Российской Федерации принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Et de leur côté, les Ukrainiens envisagent des concessions. Пытаемся решить вопрос Донбасса. Mais d'autres scénarios persistent. D'abord, la Russie pourrait simplement se rétracter, en cas d'épuisement de sa puissance de feu ou de destitution forcée de Vladimir Poutine par exemple. Ensuite, il reste l'éventualité d'un refus catégorique de Kiev face aux demandes russes. Ça pourrait pousser la Russie à prendre le pouvoir de force, mais le peuple ukrainien a déjà su se montrer déterminé face à la pression russe. Alors la guerre ne ferait peut-être que commencer. L'occupation du territoire ukrainien, même limitée dans sa portion orientale à l'est du Dniepr, est un exercice qui est quasiment impossible pour une force de 200 000 hommes qui serait inévitablement confrontée à une guérilla très active, des fragments de la résistance ukrainienne qui ne manqueraient pas de se réorganiser. Depuis, on peut imaginer une Ukraine résiduelle dans l'ouest du pays.